Ce que vous allez voir aurait pu être effacé à jamais, mais le FBI l'a arrêté à temps. Le 1er octobre 2013, nous sommes dans une bibliothèque publique de San Francisco. Un jeune homme est assis dans un coin, il travaille dans son ordi. Avec ses habits décontractés, on pourrait penser que c'est un étudiant qui profite du Wi-Fi gratuit. Mais les apparences sont trompeuses. Son nom est Ross Ulbricht, c'est le créateur du plus grand marché noir sur le dark web. Son site, Silk Road, a révolutionné le trafic de drogue en générant des centaines de millions de dollars. Malheureusement, rien dans cette bibliothèque n'est ce qu'il semble être. Toutes les personnes autour de lui sont des agents du FBI sous couverture. Et ils n'ont qu'une seule mission, c'est de prendre l'ordinateur portable de Ross avec sa session ouverte. S'ils suspectent quelque chose, ils pourraient fermer et encrypter les informations. Des mois d'investigation dans lesquels ont travaillé le FBI, la DEA et l'IRS seraient à ce moment-là gâchés. L'opération doit être exécutée rapidement. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on revient sur la réelle histoire de Ross et de Silk Road. Gracié récemment par Trump, certains voient en lui un symbole de liberté. D'autres sont plus critiques. Comment peut-on faire d'un commanditaire de meurtre un héros? Alors restez avec nous pour comprendre ce paradoxe. Je me suis plongé dans sa vie, la poussière est retombée, et c'est maintenant l'heure de vous partager mes découvertes. Et avant de me lancer, je compte sur vous pour votre like et pour votre commentaire si cette vidéo vous plaît. Abonnez-vous, c'est grâce à vous que la chaîne grandit, et pour cela, je vous en remercie. Ross William Ulbricht voit le jour en mars 1984 à Austin, au Texas. Il va grandir dans cette ville, entouré de sa mère, de son père, mais aussi de sa grande sœur. C'est un enfant sociable, avec beaucoup d'amis. Une véritable tête d'ange, à qui on donnerait le bon Dieu en confession. Il rentre d'ailleurs très tôt chez les scouts et fait tout le cursus jusqu'au plus haut grade, celui d'Eagle Scout. À l'école, il est de ceux qui décrochent les meilleures notes, de quoi lui permettre d'obtenir une bourse pour étudier la physique à l'université du Texas. Et une fois ses études terminées en 2006, il déménage en Pennsylvanie. Cette fois, il se lance dans une maîtrise des sciences en matériaux et en ingénierie. Ross vit un long fleuve tranquille. Pourtant, à cette même époque, il décide d'avoir du changement. Son travail en laboratoire l'ennuie, il trouve sa vie monotone et rêve d'autre chose. Il s'intéresse à la spiritualité orientale, il expérimente les psychotropes avec des champignons hallucinogènes, les sciences l'intéressent moins. La nature ayant horreur du vide, une nouvelle passion naît en lui, la politique. Il découvre les idées libertariennes et l'école autrichienne. C'est un véritable déclic. Pour ce mouvement de pensée, toute forme d'intervention dans les libertés de l'individu est un problème. Pour vous la faire courte, si une autorité protège l'individu de ses propres erreurs, il devient à ce moment-là impossible de résister à des restrictions généralisées. Et ces idées, elles percutent Ross de plein fouet. Il dévore les écrits de Ludwig von Mises et Murray Rothbard et d'autres. Sa vision du monde change. Il embrasse la pensée libertarienne. Pour lui, il faut libéraliser le système de santé et légaliser les drogues. La prohibition ne règle rien. Autrement dit, l'interdiction de l'État entraîne plus de problèmes que de solutions. Et voici l'argumentaire. Aujourd'hui, des drogues comme l'alcool sont en vente libre. Elles sont réglementées et respectent certains standards. Mais pour les consommateurs de drogues interdites, il n'y a pas de standard. Ils peuvent tomber facilement sur des produits contaminés. Et en plus, ces individus doivent fréquenter le milieu criminel pour pouvoir se fournir, de quoi les mettre encore plus en danger. L'interdiction crée aussi des mafias. Elle se joue des lois et organise un marché noir violent pour les substances interdites. Donc si l'État légalise toutes les drogues, il peut encadrer la consommation, comme avec l'alcool, les mafias n'auraient plus lieu d'être et l'argent généré pourrait servir à des campagnes de prévention. Et à l'automne 2008, Ross tombe amoureux de Julia V, une jeune étudiante de droit de 18 ans. L'amour est réciproque malgré le fait qu'elle trouve ses idées excentriques. Il finalise sa thèse en master en 2019, mais ne poursuit pas en doctorat. Les idées libertariennes prennent trop de place. Il abandonne ses recherches scientifiques. Il décide alors de retourner à Austin, sa ville natale. Sa petite amie arrête ses études pour le suivre, mais voilà que l'idylle amoureuse commence déjà à battre de l'aile. Ils commencent à se disputer, ils ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Julia est démocrate, sa vision politique est différente, et elle aime sortir, faire la fête. Lui n'est pas un gros fêtard. À tout cela s'ajoute le fait que Ross cherche un nouveau boulot. Il veut entreprendre pour correspondre à ses idéaux. Il tente à ce moment-là de lancer une entreprise de jeux vidéo, mais sans succès. Il expérimente aussi le day trading, encore un échec. Par contre, il entend parler du Bitcoin. Autant dire que cette monnaie décentralisée et anonyme correspond à ses idéaux. Il garde cette découverte dans un coin de sa tête. Malheureusement, la mauvaise période qu'il traverse finit par briser son couple. Julia n'en peut plus de lui. Ce qui le sauve, c'est son voisin. Fin 2009, il lui propose de travailler chez Good Vacon Books, une boutique qui vend des livres d'occasion en ligne. Il accepte et il va apprendre la gestion logistique sur le tas. Il va même programmer un script pour déterminer le prix d'un livre en fonction de sa note sur Amazon. C'est quelqu'un d'intelligent qui comprend vite. Il se met alors à combiner ce qu'il apprend dans cette boutique avec sa découverte du Bitcoin. Et à ce moment-là, sa créativité explose. Avant de continuer, laissez-moi vous parler de Wiggle, le sponsor de cette vidéo. Alors Wiggle, en fait, c'est le tout nouveau service conçu par les équipes de Filmining pour révolutionner la gestion de vos paiements en euros et en crypto. Avec Wiggle, d'ailleurs, qui est français, vous allez pouvoir accéder à un IBAN français pour vos virements, 3 cartes de paiement polyvalentes et jusqu'à 7% de cashback sur
tous vos achats réalisés avec leur carte. Oui, j'ai bien dit 7%. De quoi maximiser vos dépenses tout en récupérant une partie de votre budget. Mais ce n'est pas tout. Les transferts entre utilisateurs Wiggle sont eux totalement gratuits, ce qui va vous permettre de simplifier vos échanges avec vos proches ou vos partenaires. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, les coffres super forts de Wiggle vont vous permettre d'optimiser le rendement de vos cryptos en toute sérénité. Et ce ne sont là quelques-unes des nombreuses fonctionnalités qui sont proposées par Wiggle. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite à découvrir Wiggle dès maintenant. Allez, nous on retourne à notre vidéo et merci encore à Wiggle. Dans son journal, il écrit vouloir créer un site où les gens pourraient acheter n'importe quoi de façon anonyme. Aucune trace ne serait laissée par l'acheteur et le vendeur, rien qui ne puisse mener à eux. Au début, il pense l'appeler Underground Brokers, mais il n'est pas trop satisfait de ce nom. Il opte finalement pour Silk Road, une référence aux routes de la soie, là où transitent les marchandises, les idées et les techniques entre l'Occident et l'Orient. Pour concrétiser son idée, il lui faut 3 choses. Premièrement, un site web. Alors Ross, qui n'est pas programmeur de formation, apprend tout en autodidacte. Un ami ingénieur en logiciel lui file un coup de main au début, il s'agit de Richard Bates, un des développeurs de PayPal. Pour le moment, c'est la seule personne au courant du lien entre Silk Road et Ross, mais peu importe. Le principal, c'est que ça fonctionne. Et le site est finalement mis en ligne à la fin du mois de janvier 2011. Ross a alors 26 ans. La deuxième chose qu'il lui faut, c'est un produit d'appel. Un produit qui puisse attirer l'attention. Il cultive d'ailleurs lui-même des champignons hallucinogènes dans une cabane. Il se prend pour Walter White de Breaking Bad, une série qu'il regarde et qu'il apprécie d'ailleurs. Mais il lui manque un troisième élément pour faire fleurir son business, le marketing. Et c'est à ce moment-là que l'idée lui vient de créer un pseudo. Altoid. Avec, il va pouvoir publier des messages sur des sites spécialisés comme shroomery.org par exemple, qui est consacré aux champignons hallucinogènes. Il se fait passer pour un utilisateur qui vient de découvrir Silk Road sans dire qu'il est la personne derrière. Et Ross récidive sa technique marketing en publiant cette fois sur Bitcoin Talk, l'un des forums de Bitcoin les plus connus de l'époque. Il a toujours le même pseudo, Altoid, et au sein de Bitcoin Talk, il va cibler le fil de discussion magasin d'héroïne. Quel fil de discussion génial! Vous avez une tonne de bonnes idées. Quelqu'un a déjà vu Silk Road? C'est un peu comme Amazon.com anonyme. Je pense qu'il n'y a pas d'héroïne sur ce site, mais ils vendent d'autres choses et utilisent essentiellement Bitcoin et Tor pour négocier des transactions anonymes. Alors c'est effectivement l'innovation de Silk Road, combinée de technologies, Tor et Bitcoin. Tor, c'est un réseau confidentiel aussi appelé Darknet. Il permet en fait de naviguer sur le web et de communiquer de façon anonyme et relativement intraçable. À cela, vous combinez Bitcoin, un système de monnaie numérique naissant et incensurable, et vous voilà avec un Amazon anonyme. D'ailleurs, un utilisateur de Bitcoin Talk a déclaré « Donc, nous y voilà, le premier magasin de drogue utilisant Bitcoin ». En effet, les champignons de Ross partent comme des petits pains, mais le vrai succès va commencer lorsque d'autres vendeurs utilisent son site pour vendre leurs propres marchandises. Tout circule très très vite. Herbes, stimulants, benzodiazépines, fentanyl et j'en passe. Pour chaque transaction, Ross prend de 8 à 15% de commission. Et rapidement, il se dégage un revenu de 25 000 $ par mois. La mauvaise passe est terminée, Ross se remet en couple avec Julia et lui dévoile son business. Celle-ci voit Silk Road comme un risque énorme. La drogue détruit des vies. Comment quelqu'un d'honnête peut-il faire son beurre avec ça? Et Ross, lui, voit les choses différemment. Il accomplit sa vision politique. L'État est la principale source de violence, d'oppression, de vol et de toute forme de coercition. Arrêtez de financer l'État avec l'argent de vos impôts et dirigez votre énergie productive vers le marché noir. Mais de nouveau, les disputes reviennent dans le couple, surtout quand les armes à feu commencent à être listées sur Silk Road. Là, c'est la goutte d'eau pour Julia. Ils se séparent de nouveau, elle part chez une amie et lui raconte toute l'histoire. Maintenant, c'est un total de 3 personnes qui savent que Ross Ulbricht est la personne qui se cache derrière Silk Road. Sa sécurité est donc en danger. Personne ne doit savoir qu'il est derrière ce site de vente de produits illicites. Ross décide alors d'inventer une histoire pour couvrir ses arrières. Il dit avoir vendu le site. Sur Silk Road, il se crée un nouveau pseudo, Dread Pirate Roberts, on dira DRP pour faire plus court. Alors ce nom vient du film The Princess Bride. Dedans, Dread Pirate Roberts n'est pas une seule personne, c'est une identité qui passe d'une personne à l'autre. Ce nom n'est donc pas un hasard. Si un jour quelqu'un le dénonce, il pourra dire qu'il a créé Silk Road, mais que ce n'est plus l'administrateur. Un autre a pris le relais. Et dans le même temps qu'il crée sa nouvelle identité, il part en voyage. Il explore l'Australie et les différents pays d'Asie. Il renforce sa sécurité opérationnelle et devient le meneur qui permet à Silk Road d'atteindre son plein potentiel. DRP est un véritable capitaine de navire qui motive ses troupes. Pour autant, il n'opère pas sur un bateau, mais dans des cafés. Il travaille sur son ordinateur portable à la manière d'un digital nomade. On pourrait croire qu'il a la belle vie, mais il ne peut s'empêcher d'être sur ses gardes. Si quelqu'un passe derrière lui, il baisse immédiatement son écran. Personne
ne doit voir ce qu'il fait. Il s'invente d'ailleurs une double vie, il ment à ses proches. D'ailleurs, ses parents et son ex-copine pensent qu'il vit du day trading sur les marchés et du Bitcoin. Ces nouvelles relations restent assez superficielles, c'est plus simple pour éviter que les gens ne découvrent sa véritable activité. Et sachant que son job devient de plus en plus difficile à mesure que Silk Road gagne en croissance, il doit faire des compromis éthiques. La règle est simple, les produits listables sur le site doivent ne pas avoir été obtenus en faisant du mal à autrui. Ça malheureusement, c'est juste pour la théorie. Mais voilà qu'on commence à trouver des poisons et des organes à la vente. Et si l'on peut vendre de l'héroïne, pourquoi pas vendre un rein? Après tout, c'est ça le marché libre voulu par Ross. On peut même y louer des services de tueur à gages. Il doit poser des limites claires. Avec son nouveau personnage, DRP, il en profite d'ailleurs pour écrire un code de conduite. Pas de pornographie infantile, pas d'objets volés ni violence. Les armes deviennent interdites sur Silk Road à ce moment-là, et nous sommes le 2 août 2012. Et pour les organes, s'ils ont été donnés consciemment, pourquoi pas. 2012 est un tournant, Silk Road prend tout son essor. C'est le moyen incontournable de se procurer de la drogue de manière facile et anonyme. Le site génère des millions de vues par mois et des centaines de milliers de dollars de commissions pour Ross. L'un de ses portefeuilles détient plus de 700 000 bitcoins. À l'époque, le bitcoin se négocie entre 5 et 10 dollars. Et 15% de l'activité économique générée par la crypto-monnaie se fait sur Silk Road. Son butin de bitcoin combiné à la montée du prix de l'actif le rend rapidement millionnaire. À ce moment-là, Ross possède environ 14 millions de dollars. Par contre, difficile de blanchir cet argent, mais il réinvestit pour développer son entreprise. Il va embaucher du personnel pour déléguer, il s'agit des utilisateurs les plus respectés du site. Ross étant lui-même très actif sur le forum de Silk Road, il trouve facilement ceux participant le plus. Mais pour s'assurer de leur bonne foi, il demande les permis de conduire des personnes avec qui il collabore. Et un certain Curtis Clark Green le rejoint. Retenez ce nom parce que ça va être capital pour la suite. En tout cas, Ross n'imagine pas que son business prenne une telle ampleur. L'un des facteurs clés du succès de Silk Road est la simplicité des envois. Tout est expédié par le service postal des États-Unis. La plupart du temps, ce sont de petites quantités de drogue faciles de dissimuler dans des pochons, dans un CD ou dans un livre. Comme il s'agit de petites quantités, les inspecteurs postaux ferment les yeux. Ils ne saisissent pas les colis pour éviter les procédures légales à rallonge. Et c'est cette négligence qui va contribuer à l'essor de Silk Road. Les acheteurs et vendeurs se sentent en sécurité. Des articles de journaux et même des reportages télé mettent encore plus la lumière sur la plateforme. Et cette exposition médiatique attire l'attention. Déjà en 2011, le sénateur américain Chuck Schumer a dénoncé publiquement Silk Road. C'est une menace pour la société. Et maintenant, voilà que quelques mois plus tard, la DEA et le FBI sont sur le coup. L'IRS également, c'est l'équivalent du fisc en France. Dès qu'il s'agit de décentralisation et d'éviter l'impôt, ils sont toujours présents. En tout cas, à ce stade, Silk Road n'est plus une curiosité de Darknet, c'est un phénomène mondial. Les agences gouvernementales ne comptent plus leurs heures pour faire tomber le site. Trouver DRP devient une priorité. En vrai, rien de plus normal, le site devient le terrain de jeu du crime organisé. L'absence de régulation et la nature décentralisée du site attirent des criminels. L'un d'eux a pour pseudonyme Nob. Sur le forum, il se présente comme un agent du cartel basé en République dominicaine. Sa spécialité est le transport d'héroïne et de cocaïne d'Amérique centrale vers les États-Unis. Il contacte DRP pour lui racheter sa plateforme. Il lui propose 1 milliard de dollars. À ce moment-là, DRP refuse, c'est le projet de sa vie, impossible de l'abandonner. Mais à force de discuter, Nob en fait, il va obtenir la confiance de DRP. Sauf que Nob s'appelle en réalité Karl Mark Force, un agent sous couverture de la DEA. Et le 7 décembre 2012, Nob demande sur le forum à faire passer 1 kg de cocaïne. DRP lui répond qu'un employé du site va l'aider. Et cet employé, c'est Curtis Green. Alors, sur Silk Road, son nom est Flush. Il est administrateur aux côtés de Ross, il a donc beaucoup d'accès, et notamment à la trésorerie de Bitcoin. Alors, dans la vraie vie, il s'agit d'un homme de 47 ans vivant dans l'Utah, aux États-Unis. Il est mormon, déjà grand-père, et souffre de surpoids et d'autres problèmes de santé. C'est donc lui qui va être chargé de récupérer 1 kg de cocaïne à son domicile pour ensuite le transmettre au vendeur, le tout pour 27 000 $. Et un matin de janvier 2013, Curtis Green prend son petit déjeuner avec un Coca-Cola et une poignée de donuts. Il entend du bruit, un livreur vient de déposer un paquet de la taille d'une encyclopédie devant sa porte. Il va tout simplement le récupérer. Puis, un bruit assourdissant se fait entendre. Des agents de la DEA, dont le fameux Nob, défoncent sa porte au bélier et arrêtent Curtis en flagrant délit. Il coopère immédiatement, sachant ce qu'il encourt. Mais la cible principale reste DRP. Donc, pour faire comme si de rien n'était, la somme prévue de 27 000 $ est transférée. Et Ross ne se doute absolument de rien à ce moment-là. Les agents ont maintenant accès au compte de Curtis, on le libère sous caution le lendemain pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'est à partir de là que l'on rentre dans une série Netflix. Un agent corrompu du Secret Service, Sean Bridge, profite des accès de Curtis pour voler 19 000 bitcoins, soit environ 350 000 $. DRP est bien sûr rapidement informé par l'un de ses lieutenants, et il apprend même pour l'arrestation de Curtis
quelques jours auparavant. Il se met dans une colère noire. DRP contacte alors Nob pour de l'aide, il veut récupérer son argent. DRP veut que Curtis soit torturé jusqu'à ce qu'il rende les bitcoins. Au même moment, il discute avec l'un de ses employés. Cette fois, DRP évoque la possibilité de l'assassiner. Finalement, il va donner l'ordre à Nob de l'assassiner. Il paye 80 000 $ en bitcoin pour l'exécution. Mais rappelez-vous, Nob est un agent de la DEA sous couverture. Et avec l'accord de Curtis, il va simuler sa torture puis sa mort par asphyxie. Il envoie une photo à DRP pour confirmation. Attention, image pouvant choquer. DRP ne va pas s'arrêter là. Il va commanditer 5 autres meurtres après s'être fait escroquer plusieurs centaines de milliers de dollars. Il paye 500 000 $ pour cela, soit à peu près 3000 bitcoins. Là encore, aucun vrai meurtre n'est commis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que DRP a une part sombre. Vraiment très sombre. Il n'y a pas de mort, ok, mais DRP est convaincu de ce qu'il fait. Et pour chaque prétendu assassinat, il envoie des bitcoins en guise de paiement une fois qu'il a reçu de fausses photos. Finalement, il est devenu comme son héros de série, Walter White. Au début, armé de bonnes intentions, il finit rapidement par renier toute éthique. Seule la domination compte. Il vit dans un monde de mensonges et de corruption. Entre-temps, Ross est revenu aux États-Unis, il s'installe à San Francisco, il vit chez des amis en colocation. Il continue de travailler dans les cafés de la ville, et toujours paranoïaque, il prévoit plusieurs plans de sortie au cas où ça tourne mal pour lui. Il commande d'ailleurs une ribambelle de faux papiers d'identité sur Silk Road. Mais manque de peau, le FBI intercepte le colis et décide d'aller interroger son destinataire, Ross Ulbricht. Et l'affaire est rapidement mise de côté car il n'y a pas d'autres preuves. Quelqu'un d'autre aurait pu commanditer ce colis à l'adresse de Ross. C'est d'ailleurs ce qu'il va lui-même déclarer. Pour le moment, il n'est pas inquiété, pourtant cet épisode lui sera fatal. À New York, des enquêteurs finissent par trouver le serveur qui héberge Silk Road. Il est en Islande. Et après enquête, ils arrivent à remonter jusqu'à une adresse IP. C'est celle de l'ordinateur de DRP. Et l'ordinateur s'est connecté au café Mommy Toby's à San Francisco. Et bizarrement, ce fameux Ross Ulbricht, sur lequel ils ont enquêté quelques temps avant, habite juste à côté de ce café. Pas de fumée sans feu, mais cette preuve n'est pas suffisante. À ce moment-là, toutes les agences collaborent entre elles. Finalement, un agent de l'IRS finit par percer le mystère. Un certain Gary Alford. Il rejoint l'enquête en février 2013 et il se démène pour trouver qui se cache derrière DRP. Sa méthode d'investigation est simple. Il recherche les toutes premières mentions de Silk Road sur le web. Il va tomber alors sur les premiers messages marketing de Ross, ceux sur shromery.org et sur Bitcoin Talk sous le pseudonyme d'Altoid. Et là, Ross avait laissé une adresse de contact, rossulbricht@gmail.com. Alors, combiné avec les trouvailles du FBI, les agents sont maintenant convaincus que Ross est la personne derrière DRP. Il est mis sous surveillance quelque temps, suffisamment pour se rendre compte qu'à chaque fois que Ross allume son ordi, DRP se connecte. Lorsqu'il le ferme, DRP se déconnecte. Alors nous voilà de retour dans cette fameuse bibliothèque, le 1er octobre 2013. L'opération du FBI est un succès. Ils réussissent à garder l'ordinateur ouvert et à prendre Ross la main dans le 5. Case prison, passe ton tour. Alors, l'affaire semble classée, mais rapidement, une énorme polémique se lève. Le fameux collectif Free Ross se forme. Il assemble 500 000 signatures pour sa libération. Pour eux, Ross n'était pas le DRP qui a commandité les meurtres. D'autres membres ont pu avoir accès au compte. Curtis lui-même reconnaît s'être chargé du compte DRP pendant une courte période. Il déclare que d'autres personnes pouvaient aussi être DRP. Mais est-ce que c'est un argument suffisant? Eh bien, cette thèse, elle n'est pas appuyée par grand-chose de solide. L'affaire est également entachée de corruption. Par exemple, les agents Karl Mark Force et Sean Bridge sont de vrais pourris. Ils ont estorqué pour leur compte propre des BTC à Ross durant l'enquête. Ils ont d'ailleurs fini en prison pour cela. Quoi qu'il en soit, les transactions de paiement pour payer les assassins ont bien été faites. Et elles proviennent du portefeuille de Silk Road dont Ross avait la charge. La blockchain ne ment pas. Et même si aucun meurtre n'avait eu lieu réellement, c'est difficile de le blanchir. Et puis faire son beurre sur la vente de drogue, de poison, d'organes, d'armes et j'en passe, est-ce que c'est bien digne d'un bon petit scout qu'il était? La drogue détruit des vies, on le sait tous. Preston Bridge, un ado australien de 16 ans, a été un symbole dans l'affaire Silk Road. Début 2013, il meurt en tombant d'un balcon après avoir consommé du N-bomb. C'est une drogue proche du LSD. Et devinez d'où venait la marchandise de Silk Road. L'événement a été un fer de lance pour fermer cette plateforme. Mais combien de Preston Bridge sont morts sans exposition médiatique? Alors voilà pourquoi personnellement je ne comprends pas l'engouement autour de Ross. Qu'on en fasse un symbole de liberté, je trouve ça décalé avec la réalité. Dans l'une de ses discussions, Roll dévoile lui-même sa plus grande peur, avoir du succès, devenir puissant et corrompu par ce pouvoir. Et de mon opinion, une partie de lui a succombé à ce pouvoir. Et qu'on se le dise, nous le verrons sûrement dans les plus grosses conférences Bitcoin sous les applaudissements. Est-ce que tout le monde a le droit à une seconde chance? En tout cas, on vous attend dans les commentaires pour avoir votre avis. Héros ou escroc? Alors je n'ai pas évoqué tous les détails dans cette vidéo, elle aurait duré plus de 2 heures sinon. Les sources proviennent principalement de la série de 6 articles de Ludovic Lars. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, partagez la vidéo, abonnez-vous, likez. C'était Benjamin pour le Crypto Daily, et moi je vous dis à très vite.